Attentats à la bombe, assassinats ciblés, affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, enlèvements politiques, tentatives de renversement du pouvoir. Dans les années 70, cette violence est le quotidien des Italiens, que ce soit sur le petit écran, dans les journaux d'information, ou sur grand écran, dans les salles de cinéma. L'Italie est alors plongée dans les années de plomb, soit 2 décennies, les années 70 et 80, qui vont être marquées par une tension extrême. Ainsi, lors de l'attentat de l'Italicus Express en 1974, la revendication du groupe néofasciste Ordine Nero est claire: nous allons noyer la démocratie sous une montagne de morts. La République italienne vacille, et cette atmosphère politique ultra-conflictuelle va alors infuser le cinéma, et notamment un genre très particulier, le poliziotesco, le polar italien. Rapine, sequestri, uccisioni, sabotaggi, questa è guerra. Les films policiers, aussi incisifs que brutaux, se multiplient sous l'œil de nombreux cinéastes, et notamment Enzo G. Castellari, qui réalisera en 1973 l'un des prototypes les plus virulents du genre, Le témoin à abattre. Attento, commissario, ma l'America è un paese corrotto. Già. Se l'Italia non si è mai industrializzata come gli altri paesi d'Europa è perché mancava di ferro e di carbone. Il metano sostituisce il carbone. Può cambiare la faccia dell'Italia. Entre les années 50 et 60, l'Italie connaît un développement économique spectaculaire. Jusqu'alors pays agricole, l'Italie devient rapidement une société industrielle moderne. Mais cela ne se fait pas sans heurts, et, à la fin des années 60, les mouvements de contestation explosent, comme partout dans le monde. Les revendications sont nombreuses, les étudiants veulent une réforme de l'enseignement, puis se soulèvent plus largement contre un ordre social sclérosé. Grenades lacrymogènes d'un côté, projectiles divers de l'autre, la fureur des étudiants s'est surtout libérée sur le matériel des carabiniers, dont 5 véhicules ont été sérieusement éprouvés. Les ouvriers se battent pour de meilleures conditions de travail et, lors de l'automne chaud de 1969, des millions de travailleurs se mettent en grève. De grandes manifestations s'organisent et la répression des forces de l'ordre est virulente. Cette atmosphère contestataire se répand évidemment dans le cinéma italien et l'œuvre d'Elio Petri est à ce titre emblématique en circonscrivant parfaitement toutes les tensions de la fin des années 60 et du début des années 70. La question de la police dans Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. La repressione è il nostro vaccino! Repressione e civiltà! Du travail dans La classe ouvrière va au paradis, et de l'argent dans La propriété c'est plus le vol. Essere o avere. Elio Petri tend un miroir à son pays, et ses films trouvent un véritable écho en Italie. Près de 6 millions de spectateurs vont voir Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Et la reconnaissance est même internationale quand La classe ouvrière va au paradis obtient la Palme d'Or au Festival de Cannes en 1972. Une récompense obtenue ex aequo avec un autre film italien très politique, L'affaire Mattei, réalisé par Francesco Rosi, une biographie d'Enrico Mattei, industriel pétrolier et homme politique de centre-gauche, mort en 1962 dans l'explosion de son avion. Une mort non élucidée sur laquelle plane l'ombre des lobbies du pétrole. En bref, le cinéma italien s'empare avec succès et engagement de l'actualité chaude, sous le regard admiratif du journaliste français d'Information Première. Constatons d'abord que les 2 grands prix attribués ex aequo à l'affaire Mattei et La classe ouvrière va au paradis couronnent 2 œuvres qui sont profondément marquées par notre temps et qui expriment les problèmes fondamentaux de notre époque. En face, qu'offrons-nous des films intimistes qui se bornent à narrer les déchirements du couple. Il faut donc que les auteurs aient du courage et que les producteurs en France comprennent que leur intérêt va souvent de pair avec les grands sujets. Si, dans les années 60, le 7e art italien rayonne dans le monde entier grâce à ses grands auteurs,
l'industrie cinématographique transalpine se construit également sur un cinéma d'exploitation très fort, qui capitalise sur tous les effets de mode du cinéma international. Le péplum, à la suite des grands classiques hollywoodiens, le western spaghetti, qui prend le relais quand son homologue US commence à s'essouffler, le poliziotesco qui surfe sur le carton de films comme French Connection, ou encore le post-apocalyptique qui, dans les années 80, marchera sur le succès surprise de l'Australien Mad Max. Même le giallo, genre plus typiquement italien, découle en fait du crimi, une branche du polar allemand dont les derniers exemples ont été tournés en Italie, contribuant ainsi à la création de son avatar local. Bref, le cinéma italien regorge de genres, de filons, qui vont être exploités par de nombreux réalisateurs, forcément touche à tout. Et Enzo G. Castellari est de cela. Il profite du succès de Sergio Leone, il fait un tour par le giallo, il reprend à son compte le New York 1997 de John Carpenter ou Les Guerriers de la Nuit de Walter Hill. Et en bon artisan, il va évidemment se frotter plusieurs fois au poliziotesco, en commençant par Le Témoin à abattre en 1973, au titre original beaucoup plus frontal, La polizia incrimina, la legge assolve. La police incrimine, la justice acquitte. Le film, se déroulant à Gênes, met en scène l'inspecteur Belli, interprété par Franco Nero, un policier aux méthodes très expéditives. S'attaquant au trafic de drogue qui gangrène la ville, le flic va se retrouver confronté à des gangsters aux relations très haut placées. Quand le film sort en salle, la filiation du Témoin à abattre avec le cinéma US est évidente et Castellari le reconnaît bien volontiers. Edmondo Amati, il produttore, subito prese l'occasione per farne uno in stile French Connection e Bullet, ed è quello che noi concordammo insieme di fare sullo stile dei due film. Io sono un cultore del cinema americano e quindi avendo la possibilità di esprimermi ho fatto una selezione di vari film già visti dei quali ero appassionato. Che piacere, illustre commissario. Le lien avec French Connection est même assumé jusque dans le casting et dans l'intrigue, quand Castellari fait le choix de Fernando Rey pour incarner un vieux parrain, un rôle quasiment identique à celui qu'il interprétait dans le film de William Friedkin. Mais il serait très réducteur de ne voir dans le poliziotesco qu'un simple décalque de son cousin états-unien. Car dès 1968 sort un des films fondateurs du polar moderne, et il ne vient pas d'Hollywood, mais bien d'Italie. Bandit à Milan annonce ainsi tout ce que sera le genre dans les années 70, en imposant de nombreux tropes. Dimension sociale de l'intrigue, ultra-violence, poursuite en voiture, esthétique documentaire, et il le fait avant même ses compères états-uniens, plus reconnus. Le réalisateur du film, Carlo Lizzani, a débuté dans les années 50 en travaillant notamment sur les scénarios de Almagnane Zero de Roberto Rossellini ou Riz amer de Giuseppe De Santis. Alors qu'il passe ensuite derrière la caméra, le néo-réalisme imprègne toujours son œuvre et il ne changera pas d'approche en s'attaquant au polar avec Bandit à Milan. Ancrage réaliste, captation sur le vif, le travail de Lizzani anticipe alors clairement celui de William Friedkin sur French Connection, qui influencera à son tour les réalisateurs italiens. Ces jeux d'influence sont toujours circulaires, et si le poliziotesco a des racines très italiennes, on peut aussi reconnaître l'ombre du polar français des années 60 sur une partie du genre. Le polar italien s'inspire ainsi autant des films de Jean-Pierre Melville qu'il n'en constitue un contre-pied radical. Fernando Di Leo, un des grands auteurs du poliziotesco, reconnaît l'influence du maître français. Si vous regardez bien Milan calibre 9, il y a des séquences qui sont presque copiées sur le deuxième souffle. Quand j'ai préparé le découpage, je me suis servi de cette efficacité parfaite dans le montage et de l'alternance de plans larges qui vont toujours saisir l'essentiel. L'essentiel des personnages de Melville se définit sans dialogue appuyé. Ils sont là, ils existent. Dans la description du milieu, dans certains personnages, aussi taiseux que charismatiques, l'influence du réalisateur du samouraï est indéniable. Mais le poliziotesco va se faire largement moins maniériste, comme le souligne encore Di Leo, quand il compare son film « Salut les pourris » au Doulos de Melville. Dans le Doulos, Jean-Paul Belmondo remet son chapeau en place, au dernier plan, avant de s'effondrer d'une balle dans le dos.
Ici, Luc Miranda est abattu de la même façon, mais j'ai ôté le côté flamboyant de Melville, car Miranda n'est qu'une ordure parmi tant d'autres. Les jeux d'influence vont là encore dans les deux sens et sont très révélateurs. Grand cinéphile, Jean-Pierre Melville a été impressionné par la performance de Gian Maria Volonté dans Bandit à Milan et va recruter l'acteur pour son cercle rouge. Entre un cinéaste méthodique et un acteur très instinctif, la collaboration sera forcément compliquée, mais il symbolise bien la différence d'approche fondamentale entre ces deux cinémas, comme le raconte le réalisateur. Un jour, je me souviens avoir vu Gian Maria Volonté sourire alors que nous étions en train de mettre en place une scène de transparence. « Pourquoi souriez-vous » lui ai-je demandé intrigué. « Parce que, m'a-t-il répondu, vous avez vu Bandit à Milan, n'est-ce pas? Il n'y a pas de transparence dans Bandit à Milan. Tout a été tourné en direct, pendant qu'on roulait. » On voit là la différence de philosophie entre le polar melvillien et le polar italien. Un cinéma d'esthète contre un cinéma du chaos. Cette âpreté constitue le cœur même du poliziotesco, autant sur la forme donc que sur le fond. Car le contexte politique et social transalpin, en ce début des années 70, va être un terreau fertile pour le polar italien, avec un élément déclencheur. Le 12 décembre 1969, une bombe explose dans la Banque nationale de l'agriculture, sur la Piazza Fontana, à Milan, faisant 17 morts et 88 blessés, et marque le début des années de plomb. Parlare di follia non basta. C'è dietro il disegno di chi vuole gettare il seme della violenza, della paura. Et cet attentat meurtrier va également secouer le grand écran, agissant comme un événement séminal duquel va découler une décennie choc, autant politiquement que cinématographiquement. Ce que l'on appelle le terrorisme noir devant la justice italienne. Ouverture aujourd'hui à Bologne du procès de 20 terroristes d'extrême droite. Ils avaient commis en 1980 en gare de Bologne un attentat qui avait fait à l'époque 85 morts et 200 blessés. À partir de la fin des années 60, le terrorisme frappe l'Italie. Un terrorisme noir, un terrorisme rouge, comme le rappelle le livre L'Italie des années de plomb, dirigé par Marc Lazare et Marianne Matar-Bonucci. S'étalant sur plus de 20 ans, cette violence prend assez tôt la forme d'attentats. Ceux de l'extrême droite, les plus nombreux et les plus meurtriers, entre 1969 et 1975, frappent à l'aveugle pour favoriser un climat de tension. Certains groupes d'extrême droite appliquent sans aucun doute ce qu'on appelle la stratégie de la tension. Il s'agit de faire peur aux électeurs, pour les inciter à voter à droite, c'est-à-dire pour un régime d'ordre pur et dur. De toute façon, il s'agit de détruire les structures de l'État. C'est la politique du pire. Plus ça ira mal, plus on aura de chances de s'imposer. La volonté est de faire porter le chapeau de ces attentats à la gauche extra-parlementaire, aux anarchistes, comme le raconte bien la comédie Nous voulons les colonels de Mario Monicelli. Solo chi si rifà un'ideologia che nega i valori della religione, della patria e della famiglia può commettere un atto così nefando. È un attentato provocatorio. Bene! Per sollevare l'opinione pubblica contro i partiti della sinistra. Mais l'action de la gauche révolutionnaire est très différente. À l'extrême gauche, des attentats plus ciblés se multiplient à partir du milieu des années 70, plus encore après le grand mouvement de l'année 1977 dit de l'autonomie, véritable déferlante de contestation radicale, protéiforme, dont une composante seulement choisira la lutte armée, avec des enlèvements, des procès dits populaires ou des assassinats de personnalités ciblées, juges, patrons ou hommes politiques. C'est le 16 mars 1978 que l'Italie découvre vraiment les Brigades Rouges. Cette fois, il ne s'agit plus d'un simple attentat. Les terroristes enlèvent en pleine rue le président de la démocratie chrétienne Aldo Moro et exécutent en quelques secondes ses 5 gardes du corps. Le témoin à abattre s'inscrit alors dans ce contexte incandescent et le film est un concentré de l'actualité chaude italienne. Attentat à la bombe dans un lieu public, comme sur la Piazza Fontana. Assassinat d'un commissaire, comme celui de Luigi Calabresi en 1972, grèves ouvrières, descente de police dans les milieux gauchistes, pouvoir politique au rôle trouble. Riservo e prudenza, caro Scavino, il momento è delicato. Nemmeno a Roma sanno del suo dossier. Le témoin à abattre s'ancre dans un quotidien très crédible. Les unes de journaux rythment le film, tout comme les inserts télévisuels. Polizia e carabinieri hanno istituito numerosi posti di blocco nelle stazioni ferroviarie e marittime, all'aeroporto e su tutte le principali vie di comunicazione.
Lors de l'enquête sur l'attentat de la Piazza Fontana, les autorités policières visent arbitrairement les milieux de gauche. De nombreux anarchistes sont arrêtés et longuement interrogés. Le cheminot Giuseppe Pinelli est de ceux-là et meurt durant sa garde à vue dans les locaux de la police, défenestré du 4e étage. La thèse officielle parle d'une chute suite à un malaise, mais le doute s'instille rapidement et Pinelli devient le symbole de la défiance envers les forces de l'ordre, envers leur partialité. Commissario, io gliel'ho già detto, le ripeto che sono innocente. Anarchia non vuole dir bombe, ma eguaglianza nella libertà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere, apra un po' la finestra, e da un tratto Pinelli cascò. Société anonyme anticrime, réalisée par Stefano Vanzina en 1972, s'empare de cet événement et des questions qu'il soulève 3 ans à peine après les faits, dans une scène où le commissaire accuse la presse d'empêcher ces hommes de faire leur travail. Noi vi diamo addosso quando spaccate la testa agli studenti, o quando sparate sugli operai. O quando buttate gli anarchici dalla finestra. Sul caso Pinelli c'è un procedimento in corso e se qualcuno deve pagare, pagherà. Figurati. De manière générale, le poliziotesco devient alors un véritable révélateur, presque au jour le jour, de l'Italie des années 70. L'opposition entre la droite et la gauche, qui fracture le pays, est évidemment au cœur de ces récits, comme entre le flic prolo et le juge bourgeois de Un juge en danger. Mi hanno detto che lei è stato ferito. Com'è successo? Durante una manifestazione. Che genere di manifestazione? Non me la ricordo. Se dico che era di destra, dice che ci voleva. Se gli dico che era di sinistra, questo mi fa una predica sulla rovina del paese. Et le genre ne se prive pas d'exploiter les faits divers, les faits politiques, les faits terroristes. Ainsi, le massacre de Circeo en 1975, l'enlèvement, le viol et le meurtre de 2 jeunes femmes par 3 hommes, bourgeois et néofascistes, devient l'élément déclencheur de nombreux films. Brigade spéciale, Violence à Rome ou Comme des chiens enragés. E ora ci scopiamo la tua donna, proletario di merda! L'opportunisme est ici total, mais ce jeu avec le réel permet également de tracer les contours de la société italienne, de la décrire dans toute sa complexité. In una società ingiusta come la nostra non c'è da stupirsi che ci siano tanti delinquenti, casomai c'è da stupirsi che ci sia ancora tanta gente per bene. Si certains films se construisent surtout sur une intrigue policière très melvillienne, ils n'en oublient pas pour autant de commenter l'actualité. En quelques minutes, au détour d'une simple scène de dialogue confrontant un commissaire à un gangster sortant de prison, Milan Calibre 9 pose par exemple la question de la salubrité des prisons, fanno pensare che lo Stato si voglia vendicare sui detenuti. Du pouvoir législatif, Noi non la possiamo più interrogare, solo raccogliere prove. E poi spetta al magistrato, ma che ne sa il magistrato? la question de la pertinence de l'amnistie et évidemment la prégnance du pouvoir capitaliste. Nel giro ci sono banchieri, industriali che annegano nei miliardi, ricchi che se ne fregano se l'economia nazionale va a rotoli e che mandano i loro soldi in Svizzera, in Germania, nel Liechtenstein. Factory workers out of control, no rioting. Le témoin à abattre travaille aussi ces questions, notamment dans la scène de l'usine. Le flic cherche l'assassin, ce dernier venant de se réfugier parmi les ouvriers. La scène est presque documentaire, raconte la révolte ouvrière qui agite le pays depuis la fin des années 60. Alors que Belli arrive, imperméable et mèche blonde contre ouvrier buriné en bleu de travail, le contraste est saisissant. Un assassino si nasconde in mezzo a voi. Stammi a sentire! Non c'entra niente con voi altri! È un assassino! On peut comparer cette scène aux nombreuses scènes devant l'usine de La classe ouvrière va au paradis. Même cadre, même agitation, mais le cœur des deux scènes n'est pas tout à fait identique. D'un côté, chez Elio Petri, les revendications ouvrières sont l'enjeu principal de la situation, mettant en avant les débats entre syndicalistes dépassés et étudiants idéalistes. Operai! Operai! Imponete ai sindacati una piattaforma rivoluzionaria! Restiamo coi piedi per terra sempre più! Il nostro obiettivo immediato è la contrattazione del cottimo e delle qualifiche! Facciamo vedere ai padroni la nostra forza! Questa è la voce dei 3 sindacati uniti! De l'autre, chez Enzo G. Castellari, ces manifestations ne servent que de cadre à l'enjeu central de la scène, à savoir l'arrestation de l'assassin. Autre exemple, dans Cadavre exquis de Francesco Rosi, la question du communisme est largement débattue
quand plusieurs personnages discutent de la possibilité que le PC entre dans une coalition de gouvernement. Il mio partito che malgoverna questo paese da ormai 30 anni sarà obbligato a malgovernare insieme al Partito Comunista. Dans le film d'Enzo G. Castellari, on retrouve ce même sujet, la peur du communisme, de la part d'un industriel mafieux. Provi a immaginare quanto sarebbero contenti I comunisti e tutti I loro amici se mi vedessero crocifisso. Mais cette question ne sera pas approfondie, servant plutôt de ressort narratif pour exacerber la tension du jeu du chat et de la souris entre la police et le patron véreux. Comunque, dottor Scavino, ammetterà, spero, che il nome dei Griva è assolutamente fuori discussione. On voit là la différence entre un film ouvertement politique et un film d'exploitation. Castellari revendique d'ailleurs avec aplomb que son film n'est qu'un film d'action. E quindi poi le implicazioni politiche, sociali, politiche, eccetera, venivano perché c'erano nella storia, ma non che io ne fossi super convinto. A un certo punto mi interessava più l'azione. Mais la réalité est plus complexe et on comprend bien là comment, consciemment ou non, une série B peut se révéler politiquement forte par le biais de pures scènes d'action. Dans Le Témoin à abattre, le suspense domine certes au discours, mais le film contient en son sein toutes les problématiques politiques de son époque. Le poliziotesco se construit ainsi sur deux faces. D'un côté des codes très précis, enquête policière, multiples scènes d'action. De l'autre, un contexte politique et social qui s'immisce dans le récit. Voilà une belle définition de la série B. De la tension entre des tropes fictionnelles immuables et une dimension documentaire, se construit alors la richesse d'un film. Noi diamo la caccia ai delinquenti e la procura della caccia no. Moderi i termini, commissario. S'il y a bien une question de société que traite frontalement le poliziotesco, c'est évidemment, par définition, celle de l'action de la police. De par le terrorisme qui frappe le pays, cette question est au cœur de la société italienne et le genre va logiquement s'en emparer. Dans Société anonyme anticrime, le personnage principal est un modèle de flic intègre. Autant dans l'action que dans la réflexion, il va s'interroger tout au long du film sur les notions de police et de justice. Ho speso tutta la mia vita nella lotta contro il crimine, perché sono un poliziotto. Ho anche invocato delle leggi più severe, perché mi aiutassero proprio a fare meglio il mio mestiere di poliziotto, in buona fede. Ma adesso mi accorgo che quelle leggi rischiano di essere usate non soltanto contro il crimine, e che di conseguenza io rischio di diventare uno sbirro borbonico. Le film devance en cela les controverses autour des lois spéciales pour lutter contre le terrorisme qui seront débattues dans la deuxième partie des années 70. La loi Reale, du nom du ministre de l'Intérieur, est adoptée le 22 mai 1975 et, comme le précise Anne Schimmel dans l'ouvrage Violence politique du terrorisme, l'article 3 permet d'arrêter une personne soupçonnée d'avoir commis un délit. Il permet à la police de procéder à l'arrestation sur intime conviction sans mandat du juge d'instruction. Il n'est donc plus nécessaire d'avoir des preuves pour arrêter quelqu'un. En donnant à la police les moyens d'opérer avec une plus grande latitude, la loi instaure une procédure privilégiant les organes de police au détriment des appareils judiciaires. Et cette emprise du policier se retrouve au cinéma, car la figure du flic offre une matière première inépuisable pour les scénaristes. L'enquête est une des formes narratives les plus efficaces, que ce soit en termes de suspense ou d'action, et le policier permet d'explorer tous les milieux. Il est au carrefour de tous les enjeux de société, peut investir toutes les strates, toutes les classes, tous les milieux professionnels. Le poliziotesco regorge donc de policiers en tout genre. Le vieil inspecteur, incorruptible, le flic traumatisé et mutique, le super-héros qui se transforme en vigilante ultra-violent, le brigadier, modeste prolétaire. Tu che cazzo fai? Ma dottor La Rosa, guardi che io, se non era per i giovani disoccupati che stanno a fare la fila, io mi ero già cercato un altro mestiere, io me ne ero proprio andato. Le commissaire Belli appartient lui à la catégorie des flics obsessionnels, délaissant sa famille, oubliant les règles déontologiques, fonçant dans le tas. À l'image de ses cousins états-uniens, le personnage est ambigu, forcément. Il mandato ce l'ha. No. Tout à la fois brut, agressant des témoins, mais aussi flic prolo, luttant contre la collusion entre les élites capitalistes et le grand banditisme. Non guarda in faccia nessuno. Questa volta vado fino in fondo.
le film épouse totalement le point de vue du héros, ses réflexions, sa détresse, son impulsivité. Quand on croit que la folie va l'emporter, qu'il va tuer un gangster pour se venger, une coupe nous le montre revenu à la raison. Le personnage est ainsi toujours sur la corde raide, ses ardeurs heureusement tempérées par son supérieur, le commissaire Scavino. Prendi la pistola, prendi le manette e dividi il mondo, i buoni da una parte e i cattivi dall'altra. Devi farti furbo. Ci vuole pazienza. O ci vai piano o rovini tutto. De manière générale, le policier omnipotent reste la figure de proue du poliziotesco et domine largement son alter ego qu'est le juge d'instruction. Figure d'action, le flic peut offrir au public une justice expéditive, à même de le satisfaire face à l'atmosphère chaotique dans laquelle est plongée l'Italie des années 70. C'è soltanto un modo per combattere la violenza. Esserlo di più. Ce repli réactionnaire, ce besoin parfois de donner une réponse simple à des problèmes complexes, tiraille également les créateurs, comme le raconte le scénariste Ernesto Gastaldi, à propos de son travail sur Police parallèle en action. Chaque jour, les journaux étalaient des méfaits horribles qui étaient commis par la pègre, par des délinquants et par des groupuscules d'extrême gauche et d'extrême droite. La situation était cauchemardesque et le gouvernement était clairement dépassé par les événements. J'ai écrit Police parallèle en action durant cette période où les forces de l'ordre n'avaient plus aucun pouvoir. Je voulais refléter cette situation, montrer les multiples dangers qui nous menaçaient et jusqu'où la police serait prête à aller pour faire régner la loi et l'ordre. Ce n'est que bien plus tard que la police est devenue plus sévère. Je reconnais que le film est un peu extrême, mais honnêtement, je ne pense pas que l'on puisse le critiquer si l'on prend en compte son contexte d'époque. La toute-puissance du policier dans le poliziotesco s'explique aussi d'une façon très pragmatique. La majorité de ces films sont des films d'action. Et dans le cadre d'un cinéma d'exploitation, plutôt racoleur donc, le flic impulsif et violent sera toujours un meilleur moteur de récit qu'un policier méthodique et réfléchi. La course est finie. Un flic aux méthodes expéditives sera toujours source de plus de scènes d'action qu'un procureur cherchant patiemment à interroger des témoins, à amasser des preuves. Dans ces différents polars, Enzo G. Castellari s'amuse alors très largement avec cette figure brutale, en variant son approche, son regard selon les films. Un citoyen se rebelle datant de 1974 et Big Racket datant de 1976 se construisent par exemple en miroir l'un de l'autre. Dans le premier, avec un personnage en colère qui plonge dans l'autojustice. Io sono stanco di affidare la mia vita a gente che se ne frega di me. Stanco di continuare a subire. Stanco di fare il bravo cittadino docile e obbediente. Castellari joue avec la figure du vigilante qui deviendra très populaire au cinéma avec le film de Michael Winner, Un justicier dans la ville. Mais, en associant le héros, incarné par Franco Nero, avec un personnage de jeune délinquant, le film interroge, plutôt qu'il n'utilise de façon opportuniste, ce désir de justice sauvage. Ma vaffanculo, va. E io che ci stavo quasi a credere. Se quelli onesti sono tutti come te, meglio in galera. A l'inverse, dans Big Racket, Castellari oublie toute idée de réflexion. Ma abbiamo uno scopo in comune, la vendetta. Pour s'adonner à cœur joie à l'action débridée, à l'ultraviolence, à la vengeance féroce. Dans ces films, quelle que soit l'approche, réflexive ou décérébrée, l'action reste le fil conducteur du genre. Les flics, en mouvement permanent, dévoilent un point de force du poliziotesco et du film d'action en général, leur capacité à raconter une ville. Se révèle alors le personnage principal du témoin à abattre, la ville de Gênes. Dans le poliziotesco, les enquêtes progressent souvent à coups de scènes très physiques. Course-poursuite à pied ou en voiture, fusillade, combat à main nue, le panel est large. Et comme dans tout film d'action, le cadre, le décor va avoir son importance, en l'occurrence la ville, ou plutôt les villes. Car le polar italien a investi la plupart des grandes villes du pays, Rome, Naples, Milan, Turin et donc Gênes. Déjà, dans le giallo, les villes étaient au cœur de la réflexion esthétique, et c'est encore plus le cas dans le poliziotesco. Appartenant au cinéma d'action, le genre repose forcément sur l'interaction entre des personnages et des décors, et les villes deviennent alors de véritables terrains de jeu. Dans Le témoin à abattre,
Enzo G. Castellari cartographie l'entièreté de Gênes pour que chaque nouvelle scène puisse offrir un cadre différent et donc des enjeux graphiques renouvelés. Usine, golf, dock, autoroute, bord de mer, petite plage, cimetière, vieille ville. Le film use de toutes les particularités architecturales de la ville. Chaque lieu porte en lui la possibilité d'une nouvelle scène d'action. Le réalisateur s'adapte parfaitement à chacun d'eux et la double poursuite qui ouvre le film, d'abord à pied puis en voiture, est emblématique de l'inventivité formelle de Castellari. Dans les rues génoises, il joue sur l'horizontalité avec des travelling latéraux en longue focale qui enferment les personnages dans les arcades de la vieille ville. Puis, alors que la poursuite devient motorisée sur l'autoroute, le réalisateur inverse totalement sa mise en image en jouant dès lors sur des compositions dans la profondeur en courte focale. La sensation de vitesse est traduite à l'écran de deux manières très différentes, tout d'abord par une mise en image en 2 dimensions, par un décor qui file jusqu'à disparaître, puis de façon plus tridimensionnelle avec une caméra au ras du bitume laissant apparaître des espaces plus vastes, plus épurés. Le réalisateur cherche toujours à utiliser au mieux ses décors pour accentuer la dramaturgie de ses scènes, d'action évidemment, mais également les autres à la tension plus psychologique. Comme lorsqu'une contre-plongée raconte le poids de la justice qui pèse sur le commissaire Scavino, ou lorsqu'une plongée dans un bureau vide donne à ressentir toute la détresse du héros. Le cinéma repose sur la captation, contient forcément une dimension documentaire, et le film d'action encore plus quand il jette ses personnages de fiction dans des décors bien réels, quand ses héros s'acharnent à traverser de long en large des villes. Ainsi, quoi de mieux pour connaître le New York des années 90 que de revoir Une journée en enfer. Et si on retourne aux origines du cinéma, dans Les Vampires de Louis Feuillade par exemple, on s'aperçoit que ce serial, tout à fait fantaisiste, contient, par certains aspects, une dimension tout aussi factuelle que les vues des frères Lumière de l'époque, quand leurs opérateurs filmaient les villes du monde entier. La longue scène de filature de l'épisode 2 des Vampires, dans les rues, dans le métro, devient donc un témoignage historique formidable sur la vie parisienne au début du XXe siècle, et il en va de même avec Le Témoin à abattre. Quand le film se conclut, le spectateur a le sentiment d'avoir véritablement embrassé Gênes. Tout comme le public de Milan Calibre 9 connaîtra la ville dans ses moindres recoins. Avec ses tournages rapides, in situ, le poliziotesco montre les villes sans affaîterie, ne cherchant jamais un effet carte postale. Par contraste, on peut voir comment est traitée la ville de Marseille, dans laquelle se déroule une petite partie de l'intrigue du Témoin à abattre. Le Vieux-Port, ou Notre-Dame de la Garde sont bien mis en valeur, l'approche est plus touristique, presque exotique, et c'est logique, ces scènes se déroulent à l'étranger. Gênes nous est montré de manière plus brute, avec un premier plan qui introduit la cité, avant d'y plonger totalement. La ville sera alors sans cesse présente à l'image, même si ce n'est que dans les arrière-plans, et les zooms arrière replacent toujours le film à son échelle, comme pour nous rappeler les enjeux du récit. Les personnages en sont conscients, c'est bien le destin de Gênes qui se joue ici. Tu vuoi fare l'eroe, ma nel nostro lavoro non ci sono eroi o fatti personali, c'è solo una società in pericolo. È quella che noi dobbiamo difendere, con quei pochi mezzi che abbiamo. Noi siamo soltanto dei poliziotti. Au cœur d'une société malade, les enjeux narratifs du poliziotesco dépassent très souvent le cadre du simple film policier. Face à des hommes d'affaires puissants, à des hommes politiques, voire à des militaires, les petits policiers, les petits procureurs, se retrouvent largement démunis. Et si ces flics et ces juges s'opposent largement, se jaugent, s'engueulent, ils en viennent généralement à collaborer, comme on peut le voir dans Société anonyme anti-crime ou dans Un juge en danger.
Ces films se rapprochent alors du buddy movie, avec des personnages que tout oppose et qui vont, in fine, se serrer les coudes. Dès lors, c'est donc moins le magistrat qui se met en travers du travail du policier que le pouvoir politique ou économique qui entrave l'action de la police et de la justice. Le poliziotesco se fait là l'écho d'une angoisse profonde qui traverse toute la société italienne à cette époque, la peur d'un complot politique qui, dans l'ombre, pourrait faire vriller la démocratie italienne, notamment dans une collusion entre les pouvoirs étatiques, les services de renseignement et l'extrême droite, comme dans le cas de l'attentat de la gare de Bologne. Parmi les 20 accusés, Licio Gelli, chef de la société secrète la P2, bien implantée dans tous les milieux politiques, financiers ou militaires, contrôlant les services secrets. Incroyable mais vrai, le général Musumeci, membre actif de la P2, dirigeait les services secrets italiens. Autre accusé, Francesco Pazienza, un homme d'affaires qui se faisait de l'argent de poche en jouant à l'agent secret. Comme l'explique Hervé Renner dans l'Italie des années de plomb, les rapports des appareils de sécurité américains et italiens avec les héritiers du fascisme sont consolidés. Ils remontent à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont été favorisés par l'aspect somme toute limité de l'épuration et par la nouvelle priorité anticommuniste. C'est en 1965, lors du congrès de l'Institut Alberto Pollio, que cette alliance devient très concrète. La rencontre de 1965 est effectivement un moment tout à fait important de convergence donc entre un certain nombre d'acteurs, représentants de l'armée, des services secrets, militants d'extrême droite. C'est à ce moment-là que sont théorisées certaines stratégies consistant à déstabiliser pour stabiliser. Diceva che dal disordine sarebbe nato di nuovo l'ordine. Cette stratégie de la tension frappe profondément la société italienne et l'idée de complot politique devient un ressort scénaristique majeur du cinéma italien des années 70. Per caso so delle cose. So le cose che aveva scoperto il giudice Cancetta. So chi ha fatto mettere le bombe sul treno di La Spezia. So chi manovra. So. No, non per telefono, aspetta. Dans Nous voulons les colonels, Tritoni, un député d'extrême droite, décide de monter un coup d'État en embarquant avec lui de nombreux officiers pour remettre l'Italie sur la voie de l'ordre. E distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo! Questo mostro infame! Avec ce film, Monicelli réussit à saisir de manière aussi cartoonesque que pointue la situation politique de son pays. Il rejoue même la tentative de coup d'État de 1970 par Giunio Valerio Borghese, un aristocrate fasciste, farouche anticommuniste. Un des ennemis les plus grands que nous avons dans notre pays, c'est les communistes. Ça ne me gêne pas du tout de vous dire que si on pouvait les exterminer, je serais très content parce que ça libérerait notre pays. Le projet de Borghese était de suivre l'exemple grec, avec le coup d'État des colonels en 1967, mais son initiative capote, tout comme celle de Tritoni dans Nous voulons les colonels. Cette tentative marque tout de même viscéralement le pays et infusera donc profondément le poliziotesco. Abbiamo degli amici. E che amici? L'alta banca, la grande industria, i grandi burocrati e persino qualche pezzo grosso del Vaticano. L'anonimo anticrimine non è che un primo passo verso la scalata al potere. Primo stadio, associazione a delinquere. Secondo stadio, colpo di Stato. Terzo stadio, ritorno alla dittatura. Dès lors, dans nombre de polars, il n'est plus question d'un simple affrontement entre gangsters et policiers, comme c'était encore le cas dans Bandit à Milan. Le petit délinquant n'est plus qu'une marionnette au service d'intérêts plus haut placés. Et si dans Un témoin à abattre, le commissaire Belli lutte physiquement contre des seconds couteaux, Sì, lei sarebbe l'uomo che può chiudere Genova. È esatto quello che dicono, signor Griva? les vraies confrontations prennent place dans des lieux plus feutrés, dans des face-à-face faussement polis. Sono stato avvertito di certe indagini. Lei può immaginare da chi? Non è molto difficile. Continui, la prego. Ainsi, l'ennemi est presque intouchable et la ville est à sa merci. Le vieux mafieux, le parrain à l'ancienne vivant dans une grande villa, n'est plus qu'une figure archaïque, dépassée. Ce n'est pas simplement un lien qui se crée entre grand banditisme et grand capitalisme, mais carrément une subordination. Al resto penserò io. Le grand patron est au-dessus de tout, domine la politique, maîtrise tous les marchés, licites et illicites. Le film d'Enzo G. Castellari ne fait pas mystère de la responsabilité de Griva.
Mais nombre d'autres poliziotesco se font plus troubles en ne dévoilant pas les vrais coupables, très haut placés. Ces hommes tirent les ficelles dans l'ombre et on ne verra jamais leur visage. Scusi una parola, mi hanno detto che lei sta collegando quell'assurda storia dell'anticrimine con la morte del povero Bertone. Ma che scherziamo? Lei ha davanti a sé una bellissima carriera, ma che davvero se la vuol giocare per sostenere queste fesserie. Les enquêteurs ont les mains totalement liées et les témoins du complot se retrouvent très vite éliminés. La vérité ne peut éclater au grand jour et ces films racontent alors le pessimisme dans lequel est plongée la société italienne, le doute qui s'est infiltré dans le pays. Comme l'écrit Pier Paolo Pasolini dans le Corriere della Sera en novembre 1974, Io so, je sais les noms des responsables des massacres de Brescia et Bologne. Je sais les noms des personnes importantes qui, avec l'aide de la CIA, des colonels grecs et de la mafia, ont lancé une croisade anticommuniste, puis se sont reconstruits une virginité antifasciste. Je sais les noms des personnes sérieuses et importantes qui se trouvent derrière les tragiques jeunes gens qui se sont offerts comme tueurs et sicaires. Je sais tous ces noms et je sais tous les faits. Attentats contre les institutions et massacres dont ils se sont rendus coupables. Io so. Je sais parce que je suis un intellectuel, un écrivain, qui met en relation des faits, même éloignés, qui rassemble les morceaux désorganisés et fragmentaires de toute une situation politique cohérente, et qui rétablit la logique là où semble régner l'arbitraire, la folie et le mystère.